coup, ça enregistre toujours. Donc, je me prénomme Rodrigo Morales Pomara. Je suis designer artistique, créatif à Strasbourg, mais pas que. On va commencer par quoi? C'est une longue vie. Formation de styliste à Paris au départ, avec 7 ans en freelance dans des groupes de luxe à Paris. Et puis je suis venu à Strasbourg pour une demande d'une collègue afin de développer le Fab Lab sur la région. Donc le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication et de prototypage numérique. Donc c'est un outil qui est essentiellement destiné aux créatifs, aux designers, aux étudiants en école d'architecture et pas que les étudiants. Du coup, c'est un atelier participatif où on met des nouvelles machines, des machines, on va dire 2.0, à disposition des usagers avec une formation de celle-ci. Et en même temps, un accès, on donne accès à la machine après à nos adhérents pour réaliser leurs projets, soit d'études, soit personnels, essentiellement en prototypage. Voilà. Donc c'est ce qui m'a fait venir à Strasbourg. J'ai rejoint une très belle équipe d'une dizaine de personnes pour monter ce projet-là, qui était tout d'abord implanté au Shadok et qui est maintenant se trouve Port du Rhin, à la COP, dans les anciens locaux de la COP, où nous avons pu maintenant développer un atelier à plus grande échelle. Donc on est passé de Fab Lab à Makerspace, où là on a 2000 mètres carrés d'atelier, avec des machines aussi du coup qui sont dimensionnées à l'espace. Et on peut vraiment aller de la petite série jusqu'à la moyenne série pour de la production d'objets, pour la production de projets, pour la production de plein de choses, que ce soit à la fois du hobby, de la découverte, mais aussi professionnel. Voilà. De là est née l'agence Yolande, qui est une agence en fait qui me permettait de regrouper à peu près toutes mes activités, étant un petit peu, on va dire, volage et infidèle de par ma pratique. J'ai jamais souhaité m'attacher à une seule et même pratique. C'est pour ça aussi que je me suis détaché au fur et à mesure du textile, pour pouvoir avoir une pratique, on va dire, plus large et plus transversale, voilà, dans nos modes d'expression. Personnellement, moi j'ai une activité du design qui est le plus consciente possible de ce qui nous entoure, étant moi-même issu de la ville, étant moi-même usager de la ville. Voilà, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rendre notre environnement le plus agréable possible, le plus efficient aussi, avec toutes les considérations environnementales, sociétales. Voilà, on a ce poids-là aussi alors qui n'est pas vraiment un point, mais qui est quand même là, qui est une sorte de conscience aussi, d'objection d'avoir. On est quand même des producteurs d'objets de consommation. Donc il est aussi important de pouvoir créer des objets, on va dire, qui ont du sens et qui ont du fond. Voilà, et ça c'est notamment aussi, j'ai remplacé, j'ai été instituteur, assistant d'enseignement à l'AIR, aux arts décoratifs, de Strasbourg, et du coup c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi face aux étudiants de notre environnement, des matériaux qu'on utilise, etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté au visage pendant mon semestre en tant qu'enseignant. Et il est vrai que maintenant on essaie d'axer énormément notre pratique sur ces considérations-là, de l'environnement, de qu'est-ce qu'on va laisser à la planète, de où est-ce qu'on va, de comment est-ce qu'on y va, de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'il faut arrêter de produire. Des fois on s'aperçoit que de mieux produire c'est de rien produire. Voilà, donc ça c'est vraiment des grandes questions un peu essentielles à notre fondement. Donc dans l'agence à l'heure actuelle on est 2 fixes. Après on a toute une flopée d'artistes, d'artisans, de techniciens, d'ingénieurs qui gravitent autour de la structure. On travaille avec des bureaux d'études en ingénierie, on travaille avec bien évidemment tous les corps de métier liés au bâtiment et à la structure et à la construction. Voilà, on a un très très beau réseau ici à Strasbourg. On a aussi la volonté de pouvoir un peu dépasser les frontières
Voilà, dans cette volonté de pouvoir aussi être un petit peu, pas précurseur parce que c'est très difficile, mais plutôt d'être dans une certaine forme d'initiative. Voilà. Le Wall Tracer, donc pour rentrer dans le sujet, le Wall Tracer c'est un projet assez particulier dans la mesure où c'est une demande, c'est une réflexion qui s'est faite pendant le Covid, où j'ai l'habitude de travailler avec assez étroitement, et puis c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie énormément, avec Julien Lafarge depuis un certain temps. Et c'est vrai que pendant le Covid, il y avait cette considération de pouvoir continuer à activer des événements. Et je réfléchissais à un moyen de comment est-ce que je pouvais faire dessiner quelqu'un à très grande échelle, mais sans qu'il soit présent physiquement. Et il y a 3 ans maintenant, j'avais détourné une machine du Fab Lab, donc qui habituellement sert à couper des très grands panneaux de bois. Et plutôt que de découper du bois, j'avais mis des feutres et puis j'avais fait dessiner. Le langage était le même et ça me permettait d'avoir des très grandes surfaces de dessin de plus de 2,50 m de long sur 1,50 m de large. Sauf que c'est une machine qui était très lourde, qui n'était pas faite pour ça. Et j'ai eu l'idée je me suis dit, tiens, si je pouvais alléger cette machine tout simplement, pouvoir lui apporter une verticalité, parce que là on est sur une position horizontale, et puis imaginez qu'un illustrateur se trouve à New York ou à Tokyo, dessine sur son iPad, et que la machine, peu importe où elle se trouve, va redessiner en direct l'œuvre. Voilà. Donc on était un peu sur cette réflexion-là. Avec des considérations budgétaires, de conception de machines, etc., etc. Et on a eu la chance que la ville tombe sur le projet et nous soutienne à travers une AMI, donc les usages éphémères, pour la production de celle-ci, avec dans le but une exploitation, on va dire, un peu laboratoire, un peu work in progress, parce qu'on a eu la machine un peu sur le tard avec tous ces incidents mondiaux. Malheureusement, on a eu des petits ralentissements de livraison. Du coup, l'idée était de pouvoir mettre la machine en vitrine pendant un laps de temps donné et de pouvoir créer une interface où les gens peuvent soit envoyer une image, soit envoyer un texte. Voilà, on est vraiment sur la réflexion de la libre expression. De pouvoir, voilà, c'est un détournement ou c'est, comment dire, une extension du graffiti. Ça ne remplace absolument pas l'homme, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un outil. C'est une extension de nous, encore une fois. Et du coup, je voulais voir comment est-ce qu'aussi le public pouvait s'accaparer cet outil un peu grandiloquent comme ça, avec des échelles très importantes. Il ne faut pas oublier que le graffiti vient quand même d'une envie de revendication au départ, hein. C'est vraiment des lancements de messages, des choses comme ça, ou des appropriations d'espace, c'est presque de la signalétique aussi. Du coup voilà, il fallait qu'on ait une machine qui soit vraiment à une échelle. C'est ça qui fait sa différence d'ailleurs, parce que le Wall Tracer n'est qu'un plotter, n'est qu'un traceur, sauf qu'on est sur une échelle qui n'a encore jamais été vue. Et c'est ça qui le rend tout à fait remarquable, et c'est ça qui le fait rentrer dans une autre dimension aussi. C'est ça qui le fait rentrer dans une autre dimension urbaine en fait. Du coup, on avait cette exploitation pendant 10 jours où les gens pouvaient envoyer via une boîte mail des messages, des images, des photos, des dessins. Et la machine dessinait en continu, en fait, en continu. Voilà, ça c'était le premier objectif. Et puis maintenant, l'objectif il est que cet outil existe. Et nous souhaiterions qu'il y ait un maximum d'artistes qui puissent, ou pas artistes d'ailleurs, qui puissent l'utiliser un peu à l'image des machines qu'on a au Fab Lab. On peut très bien s'en servir pour faire de la signalétique, pour faire de l'affiche, on peut s'en servir pour
pour faire de la reproduction d'images, on peut s'en servir pour faire de la médiation, on peut s'en servir pour faire du papier peint, que sais-je, voilà, on peut vraiment imaginer plein de choses. Les supports aussi sont divers, là on a développé un support papier, mais l'objectif de la machine est de vraiment pouvoir, et puis c'est sa fonction aussi, de pouvoir la poser directement sur un mur. On est encore aussi en phase de recherche avec Aquarium, donc qui nous accompagne sur le développement de l'interactivité de l'outil. Aquarium, du coup, avec qui on développe toutes les interactivités. Moi, il y a une dimension aussi spectacle que j'aimerais bien avoir où il y a une sorte d'échange qui se crée entre l'artiste et la machine et l'outil. J'aimerais bien pouvoir y adresser une technologie où on puisse bouger devant la machine et que la machine puisse reproduire les mouvements, plus sur une dimension, on va dire, de danse scénique, on va dire. Voilà, et sinon il y a l'iPad sur lequel on vient dessiner, et puis aussi la possibilité d'envoyer un fichier déjà tout prêt, une photo, peu importe, et que la machine va retravailler pour pouvoir la retranscrire. Voilà. Les prochaines étapes, ça serait de vraiment pouvoir avoir l'objet de manière assez épisodique sur différents types d'événements. Moi, ce que j'aime bien à travers cet outil, c'est déjà la capacité de modération. Mon rêve, ça serait de pouvoir envoyer un texto à la machine et la machine puisse écrire le texto en direct. Ça serait quelque chose pour moi qui serait, parce que du coup, tu peux créer vraiment un échange. On pourrait presque imaginer que la machine ait une certaine forme. L'idée, encore une fois, à travers cette machine, c'est pas de remplacer l'homme, mais c'est de créer un outil qui crée une extension de l'homme. C'est pour ça que j'ai pris ce silex en couverture du Cause Magazine, parce que c'est le premier outil, mais l'outil n'a pas remplacé l'homme, l'outil ne mangeait pas sans l'homme, c'est pas silex qui mangeait, c'était l'homme qui devait avoir ce silex pour pouvoir manger. Du coup, c'est un peu pareil avec le wall tracer. J'aimerais bien qu'il y ait une certaine forme de liberté qui se crée à travers cet outil à grande échelle, et de pouvoir le présenter sur différents types d'événements, que ce soit des événements culturels, que ce soit des événements de divertissement événementiel, et qu'il puisse y avoir une sorte de prise en main aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'interdisent beaucoup de choses de par les barrières sociétales, de par les barrières aussi je sais pas dessiner, ou moi techniquement et fondamentalement j'ai créé cet outil pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un de très perfectionniste, et que j'ai toujours une insatisfaction de passer mes dessins à petite échelle en grande échelle. Et je déteste ce truc de faire un quadrillage et tout. Pour moi, c'est pas ma manière de dessiner, c'est pas ma manière de m'exprimer, et c'est pas ma manière de reproduire. Et du coup, je me dis, mais merde, putain, il faut que j'arrive à créer une machine qui est en capacité. Donc c'est un peu comme il y avait déjà cet outil qui existait, c'était des espèces de compas qui reproduisaient des dessins. Donc on dessinait en tout petit, puis tu avais un double compas comme ça, et ça reproduisait en très grand. Et ça me fascinait, ces choses-là. C'était des espèces de repro comme ça, à grande échelle. Je connais pas le nom exact. Et voilà, c'était un peu comment réussir à créer cet outil de manière un peu XXL, pour pouvoir, si on a envie de dire merde, on dit merde, si on a envie de dire merci, on dit merci, mais avec des échelles assez importantes. Donc voilà, c'est ce rapport de médiation, et après aussi le mettre à disposition de certains artistes. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui peuvent être intéressés justement déjà par l'exploration de support, c'est-à-dire on peut dessiner sur absolument tout, on peut dessiner sur de la pierre, on peut dessiner sur du papier, on peut dessiner directement sur des murs peints, en intérieur, en extérieur, on peut l'accrocher à 10 mètres du sol, on peut l'accrocher sur la cathédrale, enfin on peut imaginer plein de choses. Moi, mon envie, c'est maintenant que cet outil existe, de pouvoir qu'il soit utilisé de manière le plus diverse possible. Et je pense qu'il y a même des usages que je n'imagine même pas encore. Mais voilà, je souhaiterais solliciter d'autres créatifs à la prise en main de celle-ci. Et puis voilà, et puis tout simplement aussi de pouvoir, sur certains événements, faire intervenir des artistes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple.
et avoir la chance, je sais pas, on va dire une connerie, mais d'avoir un jour éventuellement un Banksy qui nous fait une illustration cachée dans sa grotte et qui se reproduit en direct sur un mur de la ville. Alors, on parle plus de maker que de DIY. La différence, c'est que le maker va vraiment embrasser une certaine forme d'outils à disposition pour pouvoir réussir à créer des objets relativement compliqués, enfin, souvent. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'impression 3D, des choses comme ça, des choses qu'on ne pourrait pas vraiment réaliser à la main, ou alors avec grande difficulté, où on ne pourra pas avoir le degré de finition souhaité, etc. Donc on a des ingénieurs, on a des prothésistes dentaires qui viennent chez nous. Donc ça, on est vraiment sur l'ordre du maker, où c'est plus des bricoleurs 2.0 que le DIY. Le DIY, c'est le do it yourself, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre pour nous, hein, c'est notre point de vue, hein, mais qui est plus de l'ordre du hobby, où à partir de bouteilles de récupération, on va créer des luminaires, voilà. On est plus sur une sorte on se démerde avec ce qu'on a. Ça, c'est le DIY. Les makers, non, c'est justement, on est plus dans une communauté d'échange de compétences, où justement, on va trouver quelqu'un qui va être spécialisé en modélisation 3D. Alors que nous on ne l'est pas, et du coup on va pouvoir créer des petites communautés autour de certains projets et pouvoir les rendre le plus efficients possible. C'est ça qui est assez intéressant dans la communauté makers. Dans la communauté DIY, on est plus sur du système D. Voilà. Moi je suis franco-brésilien. Au Brésil, on a une très très grosse culture du DIY, où on fait beaucoup avec peu. On fait plein de choses avec pas beaucoup d'argent. Voilà, ça c'est plus on se démerde, c'est un peu la culture de la démerde. Le maker, c'est pas vraiment ça, c'est pas la culture de la démerde, c'est plutôt comment est-ce que je vais avoir des outils, comment est-ce qu'on va mettre à disposition des outils, que ce soit humain ou machine, et qu'à partir de ça, je vais créer des petits groupes de travail pour réussir à aboutir à un projet. Voilà, c'est plus ça la culture makers. Donc Makerland, d'où le nom. C'est un petit festival, on va plutôt présenter des gens qui vont essayer de faire de nouvelles choses, ou pas, ou de refaire des choses qui existent déjà, mais d'une autre manière. Voilà, avec des outils, on va dire, de nouvelle génération. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est comme je disais, la prise de conscience au jour des jeunes. Aujourd'hui, moi j'ai deux enfants aussi, dorénavant, qui on va laisser aussi une empreinte de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a pu consommer, etc. Du coup, les échelles changent un peu, j'ai le sentiment, hein, que maintenant on est plus dans des grandes éloquences où on est plutôt par une transmission de réseau. Et ça, c'est assez bien fait dans la communauté Makers, Fab Lab, tout ça, ou même dans la communauté du design. On essaye un petit peu, voilà, d'être à l'origine de certaines ressources. Aujourd'hui, on le voit dans notre pratique, il y a un grand intérêt sur la ressource, sur où est-ce qu'on va chercher notre matière première, et comment est-ce qu'on peut éviter de détruire des arbres qui sont sauvegardés, ou alors qui doivent l'être pour pouvoir régénérer un petit peu on va dire le grenier, pour pouvoir, voilà. Donc on est vraiment sur ces considérations-là, et ça devient une pratique à part entière presque. Maintenant, il y a des designers qui sont spécialisés dans la recherche de matériaux innovants. Ça, c'est une pratique qui, moi, quand j'étais étudiant, n'existait absolument pas. On allait chez le fournisseur, on allait à la scierie, on prenait le bois qu'ils nous fournissait. Et puis maintenant, on commence à avoir des designers qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut récupérer le déchet du bois pour en faire une nouvelle sorte d'agglomérat, mais sans que ce soit des cols nocifs. Donc on va travailler des nouvelles sortes de cols, etc. Donc on a une espèce de rôle un peu lanceur d'alerte aussi. Sur ça, je pense que ça fait partie de notre devoir, c'est très important. Mais du coup, on est sur une transmission, bon, maintenant aussi grâce à Internet et grâce à la dématérialisation aussi de pas mal de nos sources, de nos fichiers, etc. On peut très bien dessiner une table ici à Strasbourg,
Mais plutôt que de la produire à Strasbourg et d'envoyer la table montée ou démontée par charter, et puis de consommer du carbone, consommer de la merde, enfin voilà, jusqu'à New York, ben aujourd'hui on peut très bien faire le fichier, euh, qui est un fichier lisible par à peu près toutes les machines de découpe numérique, envoyer par mail tout simplement le fichier à notre destinataire à New York. Et à New York, il n'a plus qu'à trouver une machine compatible, et elles le sont à 95%, et découper sa table et la produire sur place avec des matériaux qui viennent de là-bas, avec des outils qui viennent de là-bas. Voilà, et du coup, ben, c'est cette considération-là un petit peu auquel essayer de réfléchir un peu les makers, et essayer d'avoir cet aspect un peu universel aussi de leur pratique. Ce qui est beau dans cette communauté, c'est aussi tout ce qui est open source. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup nous d'usagers, d'adhérents, et nous-mêmes aussi, on se l'applique aussi, où certains modèles, on les met en libre service, en libre consultation sur Internet, et les gens peuvent télécharger une chaise, télécharger une table, télécharger un vase imprimé en 3D, que sais-je, à partir d'un design original d'un artiste, d'un créateur local ou plus ou moins local. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet un peu de dématérialiser certaines choses. Ça permet aussi un peu de conscientiser aussi les actions et les matériels et matériaux mis à disposition dans son environnement. C'est important. Il y a un moment donné, nous on travaille un certain type de bois parce qu'il est local. Il n'y a pas du sens de faire venir du bois d'Amazonie pour juste faire sa table ou son bureau, alors qu'on pourrait très bien utiliser de l'être de nos Vosges, quoi. Donc voilà, c'est important ça aussi de remettre les choses dans son contexte. C'est important aussi de sensibiliser le public, donc le Fab Lab, le Makerspace, tout ça aussi, velléité à pouvoir sensibiliser le public à ça, parce que aujourd'hui beaucoup de gens l'ignorent, ou beaucoup de gens préfèrent l'ignorer, ou font fi de ne pas savoir. Voilà, nous on a aussi ce devoir un peu sociétal de pouvoir un peu transmettre ces bonnes pratiques. Voilà. Et c'est aussi notre conscience, et c'est aussi comment se coucher bien le soir. Bah en fait le mur on s'en fout. Le mur, on passe au-dessus, on passe en dessous, on passe dedans, moi, justement on est designer, donc on crée une fenêtre dans le mur s'il faut, on crée la porte, c'est pas le problème. Bien évidemment qu'il y aura toujours des gens, après je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui se fait et qui doit se faire dans un niveau plus large, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des industriels. Il y a énormément d'efforts qui se font, qui ne sont pas encore assez efficients. Mais je pense que non, notre devoir, il est justement de jamais se décourager et de toujours continuer à vouloir enfoncer ce mur. Et je pense que si la force, elle fera qu'à un moment donné, ça deviendra presque naturel. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est naturel, c'est d'aller, comme tu dis, sur Amazon, de cliquer et d'être livré. Mais je pense que si on continue à bien faire notre travail et à le faire de manière consciente et presque un peu militante, il y a un moment donné où les choses elles vont évoluer, les choses elles vont changer. Et c'est un peu comme le DIY au départ, le DIY était une nécessité. Maintenant le DIY est devenu une sorte de hobby presque, c'est assez étrange. Moi encore une fois, comme je te disais, au Brésil, le DIY c'était nécessaire, on en avait besoin pour vivre. Et c'était pas considéré comme du DIY, c'était de la démerde quoi. Tu te démerdais avec ce que t'as quoi. Maintenant c'est devenu un espèce de truc un peu gentrifié où c'est devenu presque cool. Mais à la limite tant mieux. Pareil, si à un moment donné de faire son propre bureau plutôt que de le commander sur Amazon c'est cool, moi ça me va. Entre guillemets c'est une petite, on n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné une petite bataille, et de petite bataille en petite bataille, nous encore une fois moi j'ai besoin d'avoir ce rapport assez honnête avec moi et avec ma pratique. On est créateur de produits de consommation, il ne faut pas l'oublier. Moi, si c'est pour faire des brosses à dents qui vont être vendues, enfin produites en Chine et vendues sur Amazon dans le monde entier, où mon objectif est d'avoir un coût de production le plus bas possible pour avoir une marge la plus importante, et que la brosse à dents, je la fais en PVC injecté dégueulasse,
je me coucherai pas bien le soir. Enfin, j'aurais pas le sentiment d'avoir bien fait mon devoir. Maintenant voilà, de travailler autrement avec, par exemple contacter si on reprend la brosse à dents, mais contacter une scierie locale et dire nous on va faire des brosses à dents en bois, mais qu'on va pas les vendre dans le monde entier, ça nous intéresse pas, qu'on puisse déjà vendre déjà dans notre région, mais que chaque région le fasse avec un système universel de découpe de brosses à dents qu'on peut transmettre après à d'autres. Voilà, moi c'est des petites choses, ces petites initiatives qui pour moi sont très importantes, et qui pour moi donnent du sens aussi à ce qu'on fait, et à ce qu'on propose, voilà, tout simplement. Donc non, je pense que oui, c'est pas toujours encourageant, mais notre devoir, il est justement d'essayer de jamais perdre espoir et de continuer à proposer des choses toujours plus ancrées dans leur temps, plus fines, plus réfléchies, avec de la profondeur, etc. Voilà, je pense que ça part de là, et si tu te décourages, c'est que tu n'es pas fait pour ce métier. Est-ce que tu auras un dernier mot? Merci. Eh ben parfait.